26 avril 1955 Table des séances. Sténotypie manquante. Confère la transcription de Jacques-Alain Miller, Le Moi. Seuil, 1978, ou point seuil numéro 243, 2001. La transcription ci-dessous est celle de La psychanalyse, numéro 2, PUF 1956, pp. Janvier 1944. Le séminaire sur La lettre volée. Introduction. La leçon de notre séminaire que nous donnons ici rédigée fut prononcée le 26 avril 1955. Elle est un moment du commentaire que nous avons consacré, toute cette année scolaire, à elle, au-delà du principe de plaisir. On sait que c'est l'œuvre de Freud que beaucoup de ceux qui s'autorisent du titre de psychanalyste, n'hésitent pas à rejeter. Comme une spéculation superflue, voire hasardée, et l'on peut mesurer à l'antinomie par excellence qu'est la notion d'instinct de mort. Où elle se résout, à quel point elle peut être impensable, qu'on nous passe le mot, pour la plupart. Il est pourtant difficile de tenir pour une excursion, moins encore pour un faux pas, de la doctrine freudienne, l'œuvre qui y prélude précisément à la nouvelle topique, celle que représentent les termes de moi, de ça et de surmoi, devenus aussi prévalents dans l'usage théoricien que dans sa diffusion populaire. Cette simple appréhension se confirme à pénétrer les motivations qui articulent la dite spéculation à la révision théorique, dont elle s'avère être constituante. Un tel procès ne laisse pas de doute sur l'abâtardissement, voire le contresens, qui frappe l'usage présent des dits termes, déjà manifestes. En ce qu'il est parfaitement équivalent du théoricien au vulgaire. C'est là sans doute ce qui justifie le propos avoué par telles épigones de trouver, en ces termes, le truchement par où faire rentrer l'expérience de la psychanalyse dans ce qu'il appelle la psychologie générale. Posons seulement ici quelques jalons. L'automatisme de répétition, Wiederholungszwang. Bien que la notion s'en présente dans l'œuvre ici en cause, comme destinée à répondre à certains paradoxes de la clinique, tels que les rêves de la névrose traumatique ou la réaction thérapeutique négative, ne saurait être conçue comme un rajout, fût-il même couronnant, à l'édifice doctrinal. C'est sa découverte inaugurale que Freud y réaffirme, à savoir la conception de la mémoire qu'implique son inconscient. Les faits nouveaux sont ici l'occasion pour lui de la restructurer de façon plus rigoureuse en lui donnant une forme généralisée, mais aussi de rouvrir sa problématique contre la dégradation, qui se faisait sentir dès alors, d'en prendre les effets pour un simple donné. Ce qui ici se rénove, déjà s'articulait dans le projet 22 où sa divination traçait les avenues par où devait le faire passer sa recherche. Le système, prédécesseur de l'inconscient, y manifeste son originalité, de ne pouvoir se satisfaire que de retrouver l'objet foncièrement perdu. C'est ainsi que Freud se situe dès le principe dans l'opposition, dont Kierkegaard nous a instruits, concernant la notion de l'existence. Selon qu'elle se fonde sur la réminiscence ou sur la répétition. Si Kierkegaard y discerne admirablement la différence de la conception antique et moderne de l'homme, il apparaît que Freud fait faire à cette dernière son pas décisif en ravissant à l'agent humain identifié à la conscience la nécessité incluse dans cette répétition. Cette répétition étant répétition symbolique, il s'y avère que l'ordre du symbole ne peut plus être conçu comme constitué par l'homme, mais comme le constituant. C'est ainsi que nous nous sommes sentis mis en demeure d'exercer véritablement nos auditeurs à la notion de la remémoration qu'implique l'œuvre de Freud, ceci dans la considération trop éprouvée qu'à la laisser implicite, les données même de l'analyse flottent dans l'air. C'est parce que Freud ne cède pas sur l'original de son expérience que nous le voyons contraint d'y évoquer un élément qui la gouverne, d'au-delà de la vie, et qu'il appelle l'instinct de mort. L'indication que Freud donne ici à ses suivants, se disant tel, ne peut scandaliser que ceux chez qui le sommeil de la raison s'entretient. Selon la formule lapidaire de Goya, des monstres qui l'engendrent. Car pour ne pas déchoir à son accoutumée, Freud ne nous livre sa notion qu'accompagné d'un exemple qui ici va mettre à nu de façon éblouissante la formalisation fondamentale qu'elle désigne.
22. Il s'agit de l'Entwurf à une psychologie de 1895 qui, contrairement aux fameuses lettres à Fliess auxquelles il est joint, comme il lui était adressé, n'a pas été censuré par ses éditeurs. Certaines fautes dans la lecture du manuscrit que porte l'édition allemande témoignent même du peu d'attention portée à son sens. 2. Est clair que nous ne faisons dans ce passage que ponctuer une position dégagée dans notre séminaire. 164. Ce jeu par où l'enfant s'exerce à faire disparaître de sa vue, pour l'y ramener, puis l'oblitérer à nouveau, un objet. Au reste indifférent de sa nature, cependant qu'il module cette alternance de syllabes distinctives, ce jeu, dirons-nous, manifeste en ses traits radicaux la détermination que l'animal humain reçoit de l'ordre symbolique. L'homme littéralement dévoue son temps à déployer l'alternative structurale où la présence et l'absence prennent l'une de l'autre leur appel. C'est au moment de leur conjonction essentielle, et pour ainsi dire, au point zéro du désir, que l'objet humain tombe sous le coup de la saisie, qui, annulant sa propriété naturelle, l'asservit désormais aux conditions du symbole. À vrai dire, il n'y a là qu'un aperçu illuminant de l'entrée de l'individu dans un ordre dont la masse le supporte et l'accueille sous la forme du langage, et surimpose dans la diachronie comme dans la synchronie la détermination du signifiant à celle du signifié. On peut saisir à son émergence même cette surdétermination qui est la seule dont il s'agisse dans la perception freudienne de la fonction symbolique. La simple connotation par et d'une série jouant sur la seule alternative fondamentale de la présence et de l'absence, permet de démontrer comment les plus strictes déterminations symboliques s'accommodant d'une succession de coups dont la réalité se répartit strictement au hasard. Il suffit en effet de symboliser dans la diachronie d'une telle série les groupes de 3 qui se concluent avec chaque signe, en les définissant synchroniquement par exemple par la symétrie de la constance notée par 1, ou de l'alternance notée par 3. Réservant la notation 2 à la dissymétrie révélée par l'impair 23 sous la forme du groupe de 2 signes semblables indifféremment précédés ou suivis du signe contraire pour qu'apparaissent, dans la nouvelle série ainsi constituée, des possibilités et des impossibilités de succession que le réseau suivant résume en même temps qu'il manifeste la symétrie concentrique dont est grosse la triade, c'est-à-dire, remarquons-le, la structure même à quoi doit se référer la question toujours rouverte par les anthropologues, du caractère foncier ou apparent du dualisme des organisations symboliques 24. Voici ce réseau 25. Dans la série des symboles 1, 2, 3, par exemple, on peut constater qu'aussi longtemps que dure une succession uniforme de 2, qui a commencé après 1, la série se souviendra du rang pair ou impair de chacun de ces 2, puisque de ce rang dépend que cette séquence ne puisse se rompre que par 1, après un nombre pair de 2, ou par 1, 3, après un nombre impair. Plus et plus. 1, 2, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 2, 2, 1. Plus et plus. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ainsi dès la première composition avec soi-même du symbole primordial, et nous indiquerons que ce n'est pas arbitrairement que nous l'avons proposé telle, une structure, toute transparente qu'elle reste encore à ces données, fait apparaître la liaison essentielle de la mémoire à la loi. Mais nous allons voir à la fois comment s'opacifie la détermination symbolique en même temps que se révèle la nature du signifiant, a seulement réappliqué le groupement par 3 à la série à 3 termes pour y définir une relation quadratique. 23 laquelle est proprement celle qui réunit les emplois du mot anglais sans équivalent que nous connaissions dans une autre langue, ad. L'usage français du mot impair pour désigner une aberration de la conduite, en montre l'amorce, mais le mot disparate lui-même s'y avère insuffisant. 24 confère sa reprise renouvelante par Claude Lévi-Strauss dans son article « Les organisations dualistes existent-elles ?» In Bigidrajanto de Tal Landan.
Volkencud, DIL 112, 2e AF Leverin, Gravenage, 1956, pp 99 à 128. Confère document PDF en fin de séance. 25 Confère. Agnès Sophiana, La coupure et la loi, introduction au séminaire sur la lettre volée, dont sont repris les ajouts qui suivent. 165. La seule considération du réseau 1 à 3 supra suffit en effet à montrer qu'à y poser les deux extrêmes d'un groupe de 3, selon les termes dont il fixe la succession, le moyen sera déterminé de façon univoque, autrement dit que le dit groupe sera suffisamment défini par ces deux extrêmes. Posons alors que ces extrêmes, 1 et 3, dans le groupe 1, 2, 3, par exemple, s'ils conjoignant par leur symbole. Une symétrie est une symétrie, 1, 1, 1,1,1, 3, 3, 3,3,3, 1, 3, 1,2,3, 3, 1, 3,2,1. Ferons noter le groupe qu'ils définissent par. Une dissymétrie est une dissymétrie, 2, 2, 2,3,2, 2,1,2, et 2K, 2,2,2, en haut et en bas du graphe. Ferons noter le groupe qu'ils définissent par. Mais qu'à l'encontre de notre première symbolisation, c'est de deux signes, et que disposeront les conjonctions croisées. Par exemple notant celle de la symétrie à la dissymétrie, 1, 2, 1,1,2, et 1,2,2, 3, 2, 3,3,2, et 3,2,2. Et celle de la dissymétrie à la symétrie, 2, 1, 2,3,3, 2,2,2, 2, 3, 2,1,1, 2,2,3. Plus et. 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1. On va constater alors que, bien que cette convention restaure une stricte égalité de chances combinatoires entre quatre symboles, contrairement à l'ambiguïté cumulative qui faisait équivaloir aux chances des deux autres celles du symbole 2 de la convention précédente, il n'en reste pas moins que des liaisons qu'on peut dire déjà proprement syntaxiques entre déterminent des possibilités de répartition absolument dissymétrique entre et d'une part et de l'autre. Étant reconnu en effet qu'un quelconque de ces termes peut succéder immédiatement à n'importe lequel des autres et pouvant également être atteint au quatrième temps compté à partir de l'un d'eux, il s'avère à l'encontre que le temps troisième, autrement dit la conjonction des signes de deux en deux, obéit à une loi d'exclusion qui veut qu'à partir d'un ou d'un on ne puisse obtenir qu'un ou un et qu'à partir d'un ou d'un on ne puisse obtenir qu'un ou un, ce qui peut s'écrire sous la forme suivante, où les symboles compatibles du premier au troisième temps se répondent selon l'étagement horizontal qui les divise dans le répartitoire, tandis que leur choix est indifférent au deuxième temps. 166. Que la liaison ici apparue ne soit rien de moins que la formalisation la plus simple de l'échange, c'est ce qui nous confirme son intérêt anthropologique. Nous ne ferons qu'indiquer à ce niveau sa valeur constituante pour une subjectivité primordiale, dont nous situerons plus loin la notion. La liaison, compte tenu de son orientation, est en effet réciproque, autrement dit, elle n'est pas réversible. Mais elle est rétroactive. C'est ainsi qu'a fixé le terme du quatrième temps, celui du deuxième ne sera pas indifférent. On peut démontrer qu'à connaître le premier et le quatrième terme d'une série, il y aura toujours un terme dont la possibilité sera exclue des deux termes intermédiaires. Ce terme est désigné dans les deux tableaux et au 26. Dont la première ligne permet de repérer entre les deux tableaux la combinaison cherchée du premier au quatrième temps, la lettre qui lui correspond dans la deuxième ligne étant celle du terme que cette combinaison exclut au deuxième et troisième temps. Ceci pourrait s'énoncer sous cette forme qu'il est une part déterminée de mon avenir, laquelle s'insère entre un futur immédiat qui en deçà d'elle et un futur éloigné qui au-delà,
qui sont dans une indétermination apparente, mais qu'il suffit que mon projet détermine ce futur éloigné pour que mon futur immédiat, devenant futur antérieur et se conjoignant à la détermination à venir de mon passé, ceci exclut subjonctif de l'intervalle qui me sépare de la réalisation de mon projet le quart des possibilités signifiantes où ce projet se situe. Ce caput mortuum du signifiant 27 peut être considéré comme caractéristique de tout parcours subjectif. Mais c'est l'ordre de la détermination signifiante qui permet de situer justement celui d'une subjectivité, que l'on confond ordinairement et à tort avec sa relation au réel. Pour cela, il n'est pas mauvais de s'attarder à des conséquences qui peuvent se déduire facilement de nos premières formules. À savoir par exemple que si, dans une chaîne D, on peut rencontrer deux qui se succèdent, c'est toujours soit directement, ou après interposition d'un nombre d'ailleurs indéfini de couples, mais qu'après le second, nul nouveau ne peut apparaître dans la chaîne avant que ne s'y soit produit. Cependant, la succession su-définie de deux ne peut se reproduire, sans qu'un second ne s'ajoute au premier dans une liaison équivalente. Au renversement près du couplant, à celle qui s'impose aux deux. D'où résulte immédiatement la dissymétrie, que nous annoncions plus haut dans la probabilité d'apparition des différents symboles de la chaîne, tandis que les et les en effet peuvent par une série heureuse du hasard se répéter jusqu'à couvrir la chaîne tout entière. Il est exclu, même par les chances les plus favorables que et puissent augmenter leurs proportions sinon de façon strictement équivalente. À un terme près, ce qui limite à 50% le maximum de leur fréquence possible. La probabilité de la combinaison de coups que supposent les et les étant équivalente à celle que supposent les et les. Et le tirage réel des coups étant d'autre part laissé strictement au hasard, on voit donc se détacher du réel une détermination symbolique qui, pour être celle même où peut s'enregistrer toute partialité du réel, lui est préexistante dans sa disparité singulière. Disparité manifestable de plus d'une façon à simplement considérer le contraste structural des deux tableaux et au, c'est-à-dire le caractère direct ou croisé des exclusions selon le tableau auquel appartient la liaison des extrêmes. C'est ainsi qu'on constate que si les deux couples intermédiaires et extrêmes peuvent être identiques si le dernier s'inscrit dans le tableau haut, tels, voire, qui sont possibles, ils ne peuvent l'être si le dernier s'inscrit dans le sens impossible, et bien entendu, CF plus haut. 26 Ces deux lettres répondent respectivement à la dextrogyrie et à la lévogyrie d'un autre mode de figuration des termes exclus. 27 Le tableau, supra, restitue les 64 combinaisons possibles, 43. Avec les impossibles le total serait de 256, 44. Les impossibles, caput mortuum, représentent donc les trois quarts du total. Caput mortuum, alchimie, résidu dont on ne peut rien tirer. 167. Autre exemple de la détermination symbolique, dont le caractère récréatif ne doit pas nous égarer. Car il n'y a pas d'autre lien que celui de cette détermination symbolique où puisse se situer cette surdétermination signifiante dont Freud nous apporte la notion, et qui n'a jamais pu être conçue comme une surdétermination réelle dans un esprit comme le sien, dont tout contredit qu'il s'abandonne à cette aberration conceptuelle où philosophes et médecins trouvent trop facilement à calmer leurs échauffements religieux. Cette position de l'autonomie du symbolique est la seule qui permette de dégager de ces équivoques la théorie et la pratique de l'association libre. En psychanalyse. Car c'est tout autre chose d'en rapporter le ressort à la détermination symbolique et à ses lois, qu'aux présupposés scolastiques. D'une inertie imaginaire qui la supporte dans l'associationnisme, philosophique ou pseudo-tel avant de se prétendre expérimental. Dans avoir abandonné l'examen, les psychanalystes trouvent ici un point d'appel de plus pour la confusion psychologisante où ils retombent sans cesse. Certains de propos délibérés. En fait, seuls les exemples de conservation, indéfinis dans leur suspension, des exigences de la chaîne symbolique, tels que ceux que nous venons de donner, permettent de concevoir où se situe le désir inconscient dans sa persistance indestructible. Laquelle,
pour paradoxal qu'elle paraisse dans la doctrine freudienne, n'en est pas moins un des traits qui y sont le plus affirmés. Ce caractère est en tout cas incommensurable avec aucun des effets connus en psychologie authentiquement expérimentale, et qui, quels que soient les délais ou retards à quoi ils soient sujets, viennent comme toute réaction vitale à s'amortir et à s'éteindre. C'est précisément la question à laquelle Freud revient une fois de plus dans l'au-delà du principe de plaisir, et pour marquer que l'insistance où nous avons trouvé le caractère essentiel des phénomènes de l'automatisme de répétition, ne lui paraît pouvoir trouver de motivation que prévitale et transbiologique. Cette conclusion peut surprendre, mais elle est de Freud parlant de ce dont il est le premier à avoir parlé. Et il faut être sourd pour ne pas l'entendre. On ne pensera pas que sous sa plume il s'agisse d'un recours spiritualiste. C'est de la structure de la détermination qu'il est ici question. La matière qu'elle déplace en ses effets, dépasse de beaucoup en étendue celle de l'organisation cérébrale, aux vicissitudes de laquelle certains d'entre eux sont confiés, mais les autres ne restent pas moins actifs. Et structurés comme symboliques, de se matérialiser autrement. C'est ainsi que si l'homme vient à penser l'ordre symbolique, c'est qu'il y est d'abord pris dans son être. L'illusion qu'il l'ait formé par sa conscience, provient de ce que c'est par la voie d'une béance spécifique de sa relation imaginaire à son semblable, qu'il a pu entrer dans cet ordre comme sujet. Mais il n'a pu faire cette entrée que par le défilé radical de la parole, soit le même dont nous avons reconnu dans le jeu de l'enfant un moment génétique, mais qui, dans sa forme complète, se reproduit chaque fois que le sujet s'adresse à l'autre comme absolu, c'est-à-dire comme l'autre, qui peut l'annuler lui-même, de la même façon qu'il peut en agir avec lui, c'est-à-dire en se faisant objet pour le tromper. Cette dialectique de l'intersubjectivité, dont nous avons démontré l'usage nécessaire à travers les 3 ans passés de notre séminaire à Sainte-Anne. Depuis la théorie du transfert jusqu'à la structure de la paranoïa, s'appuie volontiers du schéma suivant, désormais familier à nos élèves. Et où les 2 termes moyens représentent le couple de réciproque objectivation imaginaire que nous avons dégagé dans le stade du miroir. La relation spéculaire à l'autre, par où nous avons voulu d'abord en effet redonner sa position dominante, dans la fonction du moi à la théorie cruciale dans Freud du narcissisme, ne peut réduire à sa subordination effective toute la fantasmatisation mise au jour par l'expérience analytique, qu'à s'interposer, comme l'exprime le schéma, entre cet en deçà du sujet et cet au-delà de l'autre, où l'insère en effet la parole, en tant que les existences qui se font dans celle-ci sont tout entières à la merci de sa foi. C'est d'avoir confondu ces 2 couples que les légataires d'une praxis et d'un enseignement qui a aussi décisivement tranché qu'on peut le lire dans Freud, de la nature foncièrement narcissique de toute énamoration, Verlietheit, ont pu diviniser la chimère de l'amour dit génital, au point de lui attribuer la vertu d'oblativité, d'où sont issus tant de fourvoiements thérapeutiques. Mais de supprimer simplement toute référence au pôle symbolique de l'intersubjectivité pour réduire la cure à une utopique rectification du couple imaginaire, nous en sommes maintenant à une pratique où, sous le pavillon de la relation d'objet, se consomme ce qui chez tout homme de bonne foi ne peut que susciter le sentiment de l'abjection. C'est là ce qui justifie la véritable gymnastique du registre intersubjectif que constituent tels des exercices auxquels notre séminaire a pu paraître s'attarder. La parenté de la relation entre les termes du schéma L et de celle qui unit les 4 temps plus haut distingués dans la série orientée, où nous voyons la première forme achevée d'une chaîne symbolique, ne peut manquer de frapper, dès qu'on en fait le rapprochement. Nous allons y trouver une analogie plus frappante encore, en retrouvant dans la lettre volée, comme telle, le caractère décisif de ce que nous avons appelé le caput mortuum, du signifiant 168. Mais nous n'en sommes en ce moment qu'à la lancée d'une arche dont les années seulement maçonneront le pont. C'est ainsi que pour démontrer à nos auditeurs ce qui distingue de la relation duelle impliquée dans la notion de projection, une intersubjectivité véritable,
Nous nous étions déjà servis du raisonnement rapporté par Paul lui-même avec faveur dans l'histoire qui sera le sujet du présent séminaire. Comme celui qui guidait un prétendu enfant prodige pour le faire gagner plus qu'à son tour au jeu de pair ou impair. Il faut, à suivre. Ce raisonnement, enfantin, c'est le cas de le dire, mais qui en d'autres lieux séduit plus d'un, saisir le point où s'en dénonce le leur. Ici le sujet est l'interrogé, il répond à la question de deviner si les objets que son adversaire cache en sa main sont en nombre pair ou impair. Après un coup gagné ou perdu pour moi, nous dit en substance le garçon, je sais que si mon adversaire est un simple, sa ruse n'ira pas plus loin qu'à changer de tableau pour sa mise, mais que s'il est d'un degré plus fin, il lui viendra à l'esprit que c'est ce dont je vais m'aviser et que dès lors il convient qu'il joue sur le même. C'est donc à l'objectivation du degré plus ou moins poussé de la frisure cérébrale de son adversaire que l'enfant s'en remettait pour obtenir ses succès. Point de vue dont le lien avec l'identification imaginaire est aussitôt manifesté par le fait que c'est par une imitation interne de ses attitudes et de sa mimique qu'il prétend obtenir la juste appréciation de son objet. Mais qu'en peut-il être au degré suivant quand l'adversaire, ayant reconnu que je suis assez intelligent pour le suivre dans ce mouvement, manifestera sa propre intelligence à s'apercevoir que c'est à faire l'idiot qu'il a sa chance de me tromper. De ce moment il n'y a pas d'autre temps valable du raisonnement, précisément parce qu'il ne peut dès lors que se répéter en une oscillation indéfinie. Et hors le cas d'imbécilité pure, où le raisonnement paraissait se fonder objectivement, l'enfant ne peut faire que de penser que son adversaire arrive à la butée de ce troisième temps, puisqu'il lui a permis le deuxième, par où il est lui-même considéré par son adversaire comme un sujet qu'il objective, car il est vrai qu'il soit ce sujet, et dès lors le voilà pris avec lui dans l'impasse que comporte toute intersubjectivité purement duel, celle d'être sans recours contre un autre absolu. Remarquons en passant le rôle évanouissant que joue l'intelligence dans la constitution du temps deuxième où la dialectique se détache des contingences du donné, et qu'il suffit que je l'impute à mon adversaire pour que sa fonction soit inutile puisqu'à partir de là, elle rentre dans ses contingences. Nous ne dirons pas cependant que la voie de l'identification imaginaire à l'adversaire à l'instant de chacun des coups, soit une voie d'avance condamnée, nous dirons qu'elle exclut le procès proprement symbolique qui apparaît dès que cette identification se fait. Non pas à l'adversaire, mais à son raisonnement qu'elle articule, différence au reste qui s'énonce dans le texte. Le fait prouve d'ailleurs qu'une telle identification purement imaginaire échoue dans l'ensemble. Dès lors le recours de chaque joueur, s'il raisonne, ne peut se trouver qu'au-delà de la relation duel, c'est-à-dire dans quelque loi qui préside à la succession des coups qui me sont proposés. Et c'est si vrai que si c'est moi qui donne le coup à deviner, c'est-à-dire qui suis le sujet actif, mon effort à chaque instant sera de suggérer à l'adversaire l'existence d'une loi qui préside à une certaine régularité de mes coups, pour lui en dérober le plus de fois possible par sa rupture la saisie. Plus cette démarche arrivera à se rendre libre de ce qui s'ébauche malgré moi de régularité réelle, plus elle aura effectivement de succès. Et c'est pourquoi un de ceux Octave Manoni qui ont participé à une des épreuves de ce jeu que nous n'avons pas hésité à faire passer au rang de travaux pratiques, a avoué qu'à un moment où il avait le sentiment, fondé ou non, d'être trop souvent percé à jour, il s'en était délivré en se réglant sur la succession conventionnellement transposée des lettres d'un vers de Mallarmé pour la suite des coups qu'il allait proposer dès lors à son adversaire. Mais si le jeu eût duré le temps de tout un poème et si par miracle l'adversaire eût pu reconnaître celui-ci, il aurait alors gagné à tout coup. C'est ce qui nous a permis de dire que si l'inconscient existe au sens de Freud, nous voulons dire si nous entendons les implications de la leçon qu'il tire des expériences de la psychopathologie de la vie quotidienne par exemple. Il n'est pas impensable qu'une moderne machine à calculer, en dégageant la phrase qui module à son insu et à long terme les choix d'un sujet, n'arrive à gagner au-delà de toute proportion accoutumée au jeu de pair et impair. Pur paradoxe sans doute, mais où s'exprime que ce n'est pas pour le défaut d'une vertu qui serait celle de la conscience humaine
Que nous refusons de qualifier de machine à penser celle à qui nous accorderions de si mirifiques performances, mais simplement parce qu'elle ne penserait pas plus que ne fait l'homme en son statut commun sans en être pour autant moins en proie aux appels du signifiant. Aussi bien la possibilité ainsi suggérée a-t-elle eu l'intérêt de nous faire entendre l'effet de désarroi, voire d'angoisse, que certains en éprouvèrent, et dont ils voulurent bien nous faire part. Réaction sur laquelle on peut ironiser, venant d'analystes dont toute la technique repose sur la détermination inconsciente que l'on y accorde à l'association dite libre, et qui peuvent lire en toutes lettres, dans l'ouvrage de Freud, que nous venons de citer, qu'un chiffre n'est jamais choisi au hasard. Mais réaction fondée si l'on songe que rien ne leur a appris à se détacher de l'opinion commune en distinguant ce qu'elle ignore, à savoir la nature de la surdétermination freudienne, c'est-à-dire de la détermination symbolique telle que nous la promouvons ici. 169. Si cette surdétermination devait être prise pour réelle, comme le leur suggérait mon exemple pour ceux qui ils confondent comme tout un chacun les calculs de la machine avec son mécanisme 28. Alors en effet leur angoisse se justifierait, car en un geste plus sinistre que de toucher à la hache, nous serions celui qui la porte sur les lois du hasard, et en bons déterministes que sont en effet ceux que ce geste a tant ému. Ils sentent, et avec raison, que si l'on touche à ces lois, il n'y en a plus aucune de concevable. Mais ces lois sont précisément celles de la détermination symbolique. Car il est clair qu'elles sont antérieures à toute constatation réelle du hasard, comme il se voit que c'est d'après son obéissance à ces lois qu'on juge si un objet est propre ou non à être utilisé pour obtenir une série, dans ce cas toujours symbolique, de coups de hasard. À qualifier par exemple pour cette fonction une pièce de monnaie ou cet objet admirablement dénommé, D. Passé ce stage, il nous fallait illustrer d'une façon concrète la dominance que nous affirmons du signifiant sur le sujet. Si c'est là une vérité, elle gît partout, et nous devions pouvoir de n'importe quel point à la portée de notre Perse la faire jaillir comme le vin dans la taverne d'Auerbach. 29. C'est ainsi que nous prîmes le compte même dont nous avions extrait, sans y voir d'abord plus loin, le raisonnement litigieux sur le jeu de pair ou impair, nous y trouvâmes une faveur que notre notion de détermination symbolique nous interdirait déjà de tenir pour un simple hasard. Si même il ne se fût pas avéré au cours de notre examen que Poe, en bon précurseur qu'il est des recherches de stratégie combinatoire, qui sont en train de renouveler l'ordre des sciences, avait été guidé en sa fiction par un dessein pareil au nôtre. Du moins pouvons-nous dire que ce que nous en fîmes sentir dans son exposé, toucha assez nos auditeurs pour que ce soit à leur requête que nous en publions ici une version, en le remaniant conformément aux exigences de l'écrit, différentes de celles de la parole. Nous n'avons pu nous garder d'anticiper quelque peu sur l'élaboration que nous avons donnée depuis des notions qu'il introduisait alors. C'est ainsi que l'accent dont nous avons toujours promu plus avant la notion de signifiant dans le symbole, s'est ici rétroactivement exercé. En estomper les traits par une sorte de feinte historique, eût paru, nous le croyons, artificielle à ceux qui nous suivent. Souhaitons que de nous en être dispensés, ne déçoive pas leurs souvenirs. 28. C'est pour essayer de dissiper cette illusion que nous avons clos le cycle de cette année-là par une conférence sur psychanalyse et cybernétique, qui a déçu beaucoup de monde, du fait que nous n'y ayons guère parlé que de la numération binaire, du triangle arithmétique, voire de la simple porte, définie par ce qu'il faut qu'elle soit ouverte ou fermée, bref, que nous n'ayons pas paru nous être élevés beaucoup au-dessus de l'étape pascalienne de la question. 29. Confère. Goethe, Faust, la taverne d'Auerbach où Méphistophélès fait surgir des vins, champagne, toquet, du bois de la table. Und wenn es ein Glück. Und wenn es sich schickt. So sind es Gedanken. G2, Faust, et Cancuche. Notre recherche nous a menés à ce point de reconnaître que l'automatisme de répétition, Wiederholungszwang, prend son principe dans ce que nous avons appelé l'insistance de la chaîne signifiante. Cette notion elle-même, nous l'avons dégagée comme corrélative de l'existence, soit, de la place excentrique.
où il nous faut situer le sujet de l'inconscient, si nous devons prendre au sérieux la découverte de Freud. C'est, on le sait, dans l'expérience inaugurée par la psychanalyse qu'on peut saisir par quel biais de l'imaginaire vient à s'exercer, jusqu'au plus intime de l'organisme humain, cette prise du symbolique. L'enseignement de ce séminaire est fait pour soutenir que ces incidences imaginaires, loin de représenter l'essentiel de notre expérience, n'en livrent rien que d'inconsistant, sauf à être rapportées à la chaîne symbolique qui les lie et les oriente. Certes, savons-nous l'importance des imprégnations imaginaires, Pragung, dans ces partialisations de l'alternative symbolique, qui donne à la chaîne signifiante son allure. Mais nous posons que c'est la loi propre à cette chaîne qui régit les effets psychanalytiques déterminants pour le sujet, tels que la forclusion, Verwerfung, le refoulement, Verdrängung, la dénégation, Verneinung elle-même, précisant de l'accent qui y convient que ces effets suivent si fidèlement le déplacement, en Stellung, du signifiant, que les facteurs imaginaires, malgré leur inertie, n'y font figure que d'ombres et de reflets. Encore cet accent serait-il prodigué en vain, s'il ne servait à votre regard, qu'à abstraire une forme générale de phénomènes dont la particularité dans notre expérience resterait pour vous l'essentiel, et dont ce ne serait pas sans artifice qu'on romprait le composite original. C'est pourquoi nous avons pensé à illustrer pour vous aujourd'hui la vérité qui se dégage du moment de la pensée freudienne que nous étudions, à savoir que c'est l'ordre symbolique qui est, pour le sujet, constituant, en vous démontrant dans une histoire la détermination majeure que le sujet reçoit du parcours d'un signifiant. C'est cette vérité, remarquons-le, qui rend possible l'existence même de la fiction. Dès lors une fable est aussi propre qu'une autre histoire à la mettre en lumière, quitte à y faire l'épreuve de sa cohérence. À cette réserve près, elle a même l'avantage de manifester d'autant plus purement la nécessité symbolique qu'on pourrait la croire régie par l'arbitraire. C'est pourquoi, sans chercher plus loin, nous avons pris notre exemple dans l'histoire même où est insérée la dialectique. Concernant le jeu de pair ou impair, dont nous avons le plus récemment tiré profit. Sans doute n'est-ce pas par hasard que cette histoire s'est avérée favorable à donner suite à un cours de recherche qui y avait déjà trouvé appui. Il s'agit, vous le savez, du conte que Baudelaire a traduit sous le titre de La lettre volée. Dès le premier abord, on y distinguera un drame, de la narration qui en est faite, et des conditions de cette narration. On voit vite au reste ce qui rend nécessaire ces composants, et qu'ils n'ont pu échapper aux intentions de qui les a composés. La narration double en effet le drame d'un commentaire, sans lequel il n'y aurait pas de mise en scène possible. Disons que l'action en resterait à proprement parler invisible de la salle, outre que le dialogue en serait expressément et par les besoins même du drame, vide de tout sens qui puisse y rapporter pour un auditeur, autrement dit, que rien du drame ne pourrait apparaître, ni à la prise de vue, ni à la prise de son, sans l'éclairage, à jour frisant. Si l'on peut dire, que la narration donne à chaque scène du point de vue qu'avait en le jouant, l'un de ses acteurs. Ces scènes sont deux, dont nous irons aussitôt à désigner la 1. R sous le nom de scène primitive, et non pas par inattention. Puisque la 2 peut être considérée comme sa répétition, au sens qui est ici même à l'ordre du jour. La scène primitive donc se joue, nous dit-on, dans le boudoir royal, de sorte que nous soupçonnons que la personne du plus haut rang, dit encore, l'illustre personne, qui y est seule quand elle reçoit une lettre, est la reine. Ce sentiment se confirme de l'embarras où la plonge l'entrée de l'autre, illustre personnage, dont on nous a déjà dit avant ce récit que la notion qu'il pourrait avoir de la dite lettre, ne mettrait en jeu rien de moins pour la dame que son honneur et sa sécurité. Nous sommes en effet promptement tirés hors du doute qu'il s'agisse bien du roi. À mesure de la scène qui s'engage, avec l'entrée du ministre D. À ce moment en effet, la reine n'a pu faire mieux que de jouer sur l'inattention du roi en laissant la lettre sur la table. Retournez, la suscription en dessus. Celle-ci pourtant n'échappe pas à l'œil de lynx du ministre, non plus qu'il ne manque
de remarquer le désarroi de la reine, ni d'éventer ainsi son secret. Dès lors tout se déroule comme dans une horloge. 171. Après avoir traité du train et de l'esprit dont il est coutumier, les affaires courantes, le ministre tire de sa poche une lettre qui ressemble d'aspect à celle qui est en sa vue, et ayant fin de la lire, il la dépose à côté de celle-ci. Quelques mots encore dont il amuse le royal tapis, et il s'empare tout roidement de la lettre embarrassante, décampant. Sans que la reine, qui n'a rien perdu de son manège, ait pu intervenir dans la crainte d'éveiller l'attention du royal conjoint qui à ce moment la coudoie. Tout pourrait donc avoir passé inaperçu pour un spectateur idéal d'une opération où personne n'a bronché, et dont le quotient est que le ministre a dérobé à la reine sa lettre, et que, résultat plus important encore que le premier, la reine sait que c'est lui qui la détient maintenant, et non pas innocemment. Un reste qu'aucun analyste ne négligera, dressé qu'il est à retenir tout ce qui est du signifiant sans pour autant savoir toujours qu'en faire. La lettre laissée pour compte par le ministre, et que la main de la reine peut maintenant rouler en boule. Deuxième scène, dans le bureau du ministre. C'est à son hôtel, et nous savons, selon le récit que le préfet de police en a fait au Dupin, dont Poe introduit ici pour la seconde fois le génie propre à résoudre les énigmes. Que la police depuis 18 mois, y revenant aussi souvent que le lui ont permis les absences nocturnes ordinaire au ministre, a fouillé l'hôtel et ses abords de fond en comble. En vain, encore que chacun puisse déduire de la situation que le ministre garde cette lettre à sa portée. Dupin s'est fait annoncer au ministre. Celui-ci le reçoit avec une nonchalance affichée, des propos affectants. Un romantique ennui. Cependant Dupin, que cette feinte ne trompe pas, de ses yeux protégés de vertes lunettes, inspecte les êtres. Quand son regard se porte sur un billet fort éraillé qui semble à l'abandon dans la case d'un méchant porte-carte en carton qui pend, retenant l'œil de quelque clinquant, au beau milieu du manteau de la cheminée. Il sait déjà qu'il a affaire à ce qu'il cherche. Sa conviction se renforce des détails même qui paraissent faits pour contrarier le signalement qu'il a de la lettre volée. Au format près qui est conforme. Dès lors il n'a plus qu'à se retirer après avoir oublié sa tabatière sur la table, pour revenir le lendemain la rechercher, armé d'une contrefaçon qui simule le présent aspect de la lettre. Un incident de la rue, préparé pour le bon moment, ayant attiré le ministre à la fenêtre, Dupin en profite pour s'emparer à son tour de la lettre en lui substituant son semblant, et n'a plus qu'à sauver, auprès du ministre, les apparences d'un congé normal. Là aussi tout s'est passé, sinon sans bruit, du moins sans fracas. Le quotient de l'opération est que le ministre n'a plus la lettre, mais lui n'en sait rien, loin de soupçonner que c'est Dupin qui l'a lui ravi. En outre, ce qui lui reste en main est ici bien loin d'être insignifiant pour la suite. Nous reviendrons sur ce qui a conduit Dupin à donner un libellé à sa lettre factice. Quoi qu'il en soit, le ministre, quand il voudra en faire usage, pourra y lire ces mots tracés pour qu'il y reconnaisse la main de Dupin. Un dessin si funeste, s'il n'est digne d'attrait, est digne de Thieste. Que Dupin nous indique provenir de l'attrait de Crébillon. Est-il besoin que nous soulignions que ces deux actions sont semblables? Oui, car la similitude que nous visons n'est pas faite de la simple réunion de traits choisis à la seule fin d'appareiller leurs différences. Et il ne suffirait pas de retenir ces traits de ressemblance aux dépens des autres pour qu'il en résulte une vérité quelconque. C'est l'intersubjectivité où les deux actions se motivent que nous voulons relever, et les trois termes dont elles les structurent. Le privilège de ceux-ci se juge à ce qu'ils répondent à la fois aux trois temps logiques par quoi la décision se précipite, et aux trois places qu'elle assigne au sujet qu'elle départage. Cette décision se conclut dans le moment d'un regard 30, car les manœuvres qui s'ensuivent, s'ils s'y prolongent, en tapinois, n'y ajoutent rien, pas plus que leur ajournement d'opportunité, dans la seconde scène, n'auront l'unité de ce moment.
Ce regard en suppose deux autres qu'ils rassemblent en une vue de l'ouverture laissée dans leur fallacieuse complémentarité, pour y anticiper sur la rapine offerte en ce découvert. Donc trois temps, ordonnant trois regards, supportés par trois sujets, à chaque fois incarnés par des personnes différentes. Le premier est d'un regard qui ne voit rien, c'est le roi avec la reine, et c'est la police avec le ministre. Le second d'un regard qui voit que le premier ne voit rien et se leurre d'en voir couvert ce qu'il cache. C'est la reine avec le roi, puis c'est le ministre avec la police. Le troisième, qui de ces deux regards, voit qu'il laisse ce qui est à cacher à découvert pour qui voudra s'en emparer. C'est le ministre avec la reine, et c'est Dupin enfin avec le ministre. 30. On cherchera ici la référence nécessaire en notre essai sur le temps logique ou l'assertion de certitude anticipée, confère. Cahiers d'art, 1945 à 46, pp 32 à 42. 172. Pour faire saisir dans son unité le complexe intersubjectif ainsi décrit, nous lui chercherions volontiers patronage. Dans la technique légendairement attribuée à l'autruche pour se mettre à l'abri des dangers, car celle-ci mériterait enfin d'être qualifiée de politique, à se répartir ici entre trois partenaires, dont le second se croirait revêtu d'invisibilité, du fait que le premier aurait sa tête enfoncée dans le sable. Cependant qu'il laisserait un troisième lui plumer tranquillement le derrière. Il suffirait qu'enrichissant d'une lettre sa dénomination proverbiale, nous en fassions la politique de l'autruche. Pour quand elle-même enfin 31 elle trouve un nouveau sens pour toujours. Le module intersubjectif étant ainsi donné. De l'action qui se répète, il reste à y reconnaître un automatisme de répétition, au sens qui nous intéresse dans le texte de Freud. La pluralité des sujets bien entendu ne peut être une objection pour tous ceux qui sont rompus depuis longtemps. Aux perspectives que résume notre formule, l'inconscient, c'est le discours de l'autre. Et nous ne rappellerons pas maintenant. Ce qui ajoute la notion de l'immixtion des sujets, naguère introduite par nous en reprenant l'analyse du rêve de l'injection d'Irma. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la façon dont les sujets se relaient dans leur déplacement au cours de la répétition intersubjective. Nous verrons que leur déplacement est déterminé par la place que vient à occuper le pur signifiant qu'est la lettre volée, dans leur trio. Et c'est là ce qui pour nous le confirmera comme automatisme de répétition. Il ne paraît pas de trop cependant, avant de nous engager dans cette voie, de questionner si la visée du conte et l'intérêt que nous y prenons, pour autant qu'ils coïncident, ne gisent pas ailleurs. Pouvons-nous tenir pour une simple rationalisation, selon notre rude langage, le fait que l'histoire nous soit contée comme une énigme policière? À la vérité nous serions en droit d'estimer ce fait pour peu assuré, à remarquer que tout ce dont une telle énigme se motive à partir d'un crime ou d'un délit, à savoir, sa nature et ses mobiles, ses instruments et son exécution, le procédé pour en découvrir l'auteur et la voie pour l'en convaincre, est ici soigneusement éliminé dès le départ de chaque péripétie. Le dol est en effet des labors aussi clairement connus que les menées du coupable et leurs effets sur sa victime. Le problème, quand on nous l'expose, se limite à la recherche, aux fins de restitution, de l'objet à quoi tient ce dol. Et il semble bien intentionnel que sa solution soit obtenue déjà, quand on nous l'explique. Est-ce par là qu'on nous tient en haleine? Quelque crédit en effet que l'on puisse faire à la convention d'un genre. Pour susciter un intérêt spécifique chez le lecteur, n'oublions pas que, le Dupin, ici deuxième à paraître, est un prototype, et que pour ne recevoir son genre que du premier, c'est un peu tôt pour que l'auteur joue sur une convention. Ce serait pourtant un autre excès que de réduire le tout à une fable dont la moralité serait que pour maintenir à l'abri des regards une de ces correspondances dont le secret est parfois nécessaire à la paix conjugale, il suffise d'en laisser traîner les libellés sur notre table, même à les retourner sur leur face signifiante. C'est là un leurre dont, pour nous ne recommanderions laisser à personne, crainte qu'il soit déçu à si fier
N'y aurait-il donc ici d'autre énigme que, du côté du préfet de police, une incapacité au principe d'un insuccès? Si ce n'est peut-être du côté de Dupin, une certaine discordance, que nous n'avouons pas de bon gré. Entre les remarques assurément fort pénétrantes, quoique pas toujours absolument pertinentes en leur généralité, dont il nous introduit à sa méthode, et la façon dont en fait il intervient à pousser un peu ce sentiment de poudre aux yeux, nous en serions bientôt à nous demander si, de la scène inaugurale que seule la qualité de ses protagonistes sauve du vaudeville, à la chute dans le ridicule qui semble dans la conclusion être promise au ministre, ce n'est pas que tout le monde soit joué, qui fait ici notre plaisir. Et nous serions d'autant plus enclins à l'admettre, que nous y retrouverions avec ceux qui ici nous lisent, la définition que nous avons donnée quelque part, en passant, du héros moderne qui illustre des exploits dérisoires dans une situation d'égarement 32. Mais ne sommes-nous pas pris nous-mêmes à la prestance du détective amateur, prototype d'un nouveau matamor, encore préservé de l'insipidité du Superman contemporain? Boutade, qui suffit à nous faire relever bien au contraire, en ce récit, une vraisemblance si parfaite, qu'on peut dire que la vérité y révèle son ordonnance de fiction. Car telle est bien la voie où nous mènent les raisons de cette vraisemblance. 31 confère. Mallarmé, le tombeau d'Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change. Le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. 32 confère. Fonction et champ de la parole, in la psychanalyse, Puf, volume 1. 173. À entrer d'abord dans son procédé, nous apercevons en effet un nouveau drame que nous dirons complémentaire du premier, pour ce que celui-ci était ce qu'on appelle un drame sans parole, mais que c'est sur les propriétés du discours que joue l'intérêt du second 33 de A. S'il est patent en effet que chacune des deux scènes du drame réel nous est narrée au cours d'un dialogue différent, il n'est que d'être muni des notions que nous faisons dans notre enseignement valoir, pour reconnaître qu'il n'en est pas ainsi pour le seul agrément de l'exposition, mais que ces dialogues eux-mêmes prennent, dans l'usage opposé qui y est fait des vertus de la parole, l'attention, qui en fait un autre drame, celui que notre vocabulaire distinguera du premier comme se soutenant dans l'ordre symbolique. Le premier dialogue, entre le préfet de police et Dupin, se joue comme celui d'un sourd avec un qui entend. C'est-à-dire qu'il représente la complexité véritable de ce qu'on simplifie d'ordinaire, pour les résultats les plus confus. Dans la notion de communication, on saisit en effet dans cet exemple, comment la communication peut donner l'impression, où la théorie trop souvent s'arrête, de ne comporter dans sa transmission qu'un seul sens. Comme si le commentaire plein de signification auquel l'accorde celui qui entend, pouvait, d'être inaperçu de celui qui n'entend pas, être tenu pour neutraliser. Il reste qu'à ne retenir que le sens de compte-rendu du dialogue. Il apparaît que sa vraisemblance joue sur la garantie de l'exactitude. Mais le voici alors plus fertile qu'il ne semble. À ce que nous en démontrions le procédé, comme on va le voir, à nous limiter au récit de notre première scène. Car le double et même le triple filtre subjectif sous lequel elle nous parvient, narration par l'ami et familier de Dupin. 1. Que nous appellerons désormais le narrateur général de l'histoire, du récit par quoi le préfet 2 fait connaître à Dupin le rapport que lui en a fait la reine 3, n'est pas là seulement la conséquence d'un arrangement fortuit. Si en effet l'extrémité où est portée la narratrice originale exclut qu'elle ait altéré les événements, on aurait tort de croire que le préfet ne soit ici habilité à lui prêter sa voix que pour le manque d'imagination, dont il a déjà, si l'on peut dire, la patente. Le fait que le message soit ainsi retransmis nous assure de ce qui ne va pas absolument de soi, à savoir qu'il appartient bien à la dimension du langage. Ceux qui sont ici connaissent nos remarques là-dessus, et particulièrement celles que nous avons illustrées. Du repoussoir du prétendu langage des abeilles, où un linguiste 34 ne peut voir qu'une simple signalisation de la position de l'objet.
Autrement dit qu'une fonction imaginaire plus différenciée que les autres. Nous soulignons ici qu'une telle forme de communication n'est pas absente chez l'homme, si évanouissant que soit pour lui. L'objet quant à son donné naturel en raison de la désintégration qu'il subit de par l'usage du symbole. On peut en effet en saisir l'équivalent dans la communion qui s'établit entre deux personnes dans la haine envers un même objet, à ceci près que la rencontre n'est jamais possible que sur un objet seulement, défini par les traits de l'être, auquel l'une et l'autre se refusent. Mais une telle communication n'est pas transmissible sous la forme symbolique. Elle ne se soutient que dans la relation à cet objet. C'est ainsi qu'elle peut réunir un nombre indéfini de sujets. Dans un même idéal, la communication d'un sujet à l'autre à l'intérieur de la foule 35 ainsi constituée n'en restera pas moins irréductiblement médiatisée par une relation ineffable. Cette excursion n'est pas seulement ici un rappel de principe à l'adresse lointaine de ceux qui nous imputent d'ignorer la communication non verbale, en déterminant la portée de ce que répète le discours, elle prépare la question de ce que répète le symptôme. Ainsi la relation relate indirecte décante la dimension du langage et le narrateur général. À la redoubler, n'y ajoute rien, par hypothèse. Mais il en est tout autrement de son office dans le second dialogue. Car celui-ci va s'opposer au premier comme les pôles que nous avons distingués ailleurs dans le langage. Et qui s'oppose comme le mot à la parole 36. C'est dire qu'on y passe du champ de l'exactitude au registre de la vérité. Or ce registre, nous osons penser que nous n'avons pas à y revenir, se situe tout à fait ailleurs, soit proprement à la fondation de l'intersubjectivité. Il se situe là où le sujet ne peut rien saisir sinon la subjectivité même qui constitue un autre en absolu. Nous nous contenterons, pour indiquer ici sa place, d'évoquer le dialogue qui nous paraît mériter son attribution d'histoire juive, du dépouillement où apparaît la relation du signifiant à la parole, dans l'adjuration, où il vient à culminer. Pourquoi me mens-tu, si exclame Théon à bout de souffle, oui, pourquoi me mens-tu en me disant que tu vas à Cracovie? Pour que je croie que tu vas à Lambert, alors qu'en réalité c'est à Cracovie que tu vas. 33 La complète intelligence de ce qui suit exige bien entendu qu'on relise ce texte extrêmement répandu, en français comme en anglais. Et d'ailleurs court, qu'est la lettre volée. 34 Confère. Émile Benveniste, Communication animale et langage humain, in Diogène, numéro 1, et notre, Rapport de Rome, in la psychanalyse, volume 1, pp 141 à 142. 35 Confères Freud, Massan Psychologie und Psychanalyse, 1921, Psychologie collective et analyse du moi. 36 Confères. Rapport de Rome, in la psychanalyse, volume 1. 174. C'est une question semblable qu'imposerait à notre esprit le déferlement d'apories, d'énigmes héristiques, de paradoxes, voire de boutades, qui nous est présenté en guise d'introduction à la méthode de Dupin, si de nous être livré comme une confidence par quelqu'un qui se pose en disciple, il ne s'y ajoutait quelques vertus de cette délégation. Tel est le prestige immanquable du testament, la fidélité du témoin est le capuchon dont on endort en l'aveuglant. La critique du témoignage. Quoi de plus convaincant d'autre part que le geste de retourner les cartes sur la table? Il laisse au point qu'il nous persuade un moment que le prestidigitateur a effectivement démontré, comme il l'a annoncé, le procédé de son tour, alors qu'il l'a seulement renouvelé sous une forme plus pure. Et ce moment nous fait mesurer la suprématie du signifiant dans le sujet. Tel au père Dupin, quand il part de l'histoire du petit prodige qui blousait tous ses camarades au jeu de père ou impair. Avec son truc de l'identification à l'adversaire, dont nous avons pourtant montré qu'il ne peut atteindre le premier plan de son élaboration mentale, à savoir la notion de l'alternance intersubjective, sans y achoper aussitôt sur la butée de son retour 37. Ne nous en sont pas moins jetés, histoire de nous en mettre plein la vue, les noms de la Rochefoucauld, de la Bruyère, de Machiavel et de Campanella, dont la renommée n'apparaîtrait plus que fut-il auprès de la prouesse enfantine.
et d'enchaîner sur Chamfort dont la formule tchou, il y a à parier que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre, contentera à coup sûr tous ceux qui pensent échapper à sa loi, c'est-à-dire précisément le plus grand nombre. Que Dupin taxe de tricherie l'application par les Français du mot « analyse » à l'algèbre, voilà qui n'a guère de chance d'atteindre notre fierté, quand de surcroît la libération du terme à d'autres fins n'a rien pour qu'un psychanalyste ne se sente en posture d'y faire valoir ses droits. Et le voici à des remarques philologiques à combler d'aise les amoureux du latin, qu'il leur rappelle sans dénière. Plus en dire tchou, ambitus, ne signifie pas ambition, religio, religion, homin honesti, les honnêtes gens. Qui parmi vous ne se plairait à se souvenir que c'est, détour, lien sacré, les gens bien, que veulent dire ces mots. Pour quiconque pratique Cicéron et Lucrèce. Sans doute Pau s'amuse-t-il. Mais un soupçon nous vient, cette parade d'érudition n'est-elle pas destinée à nous faire entendre les maîtres mots de notre drame? Le prestidigitateur ne répète-t-il pas devant nous son tour? Sans nous leurrer cette fois de nous en livrer le secret, mais en poussant ici sa gageure à nous l'éclairer réellement. Sans que nous y voyions goutte. Ce serait bien là le comble où put atteindre l'illusionniste que de nous faire, par un être de sa fiction, véritablement trompé. Et n'est-ce pas de tels effets qui nous justifient de parler, sans y chercher malice, de mains héros imaginaires comme de personnages réels? Aussi bien quand nous nous ouvrons à entendre la façon dont Martin Heidegger nous découvre dans le mot. Allait-ce le jeu de la vérité, ne faisons-nous que retrouver un secret où celle-ci a toujours initié ses amants? Et d'où ils tiennent que c'est à ce qu'elle se cache, qu'elle s'offre à eux le plus vraiment. Ainsi les propos de Dupin ne nous défieraient-ils pas si manifestement de nous y fier, qu'encore nous faudrait-il en faire la tentative contre la tentation contraire? Dépistons donc sa foulée là où elle nous dépiste 38. Et d'abord dans la critique dont il motive l'insuccès du préfet. Déjà nous la voyions pointer dans ses brocards en sous-main dont le préfet n'avait cure au premier entretien, n'y trouvant d'autre matière qu'à s'esclaffer. Que ce soit en effet, comme Dupin l'insinue, parce qu'un problème est trop simple, voire trop évident, qu'il peut paraître obscur, n'aura jamais pour lui plus de portée qu'une friction un peu vigoureuse du gril costal. Tout est fait pour nous induire à la notion de l'imbécilité du personnage. Et on l'articule puissamment du fait que lui et ses acolytes n'iront jamais à concevoir, pour cacher un objet, rien qui dépasse ce que peut imaginer un fripon ordinaire, c'est-à-dire précisément la série trop connue des cachettes extraordinaires dont on nous donne la revue. Des tiroirs dissimulés du secrétaire au plateau démonté de la table. Des garnitures décousues des sièges à leurs pieds évidés. Du revers du teint des glaces à l'épaisseur de la reliure des livres. Et là-dessus de dauber sur l'erreur que le préfet commet à déduire, de ce que le ministre est poète, qu'il n'est pas loin d'être fou. Erreur, argthéon, qui ne tiendrait, mais ce n'est pas peu dire, qu'en une fausse distribution du moyen terme, car elle est loin de résulter de ce que tous les fous soient poètes. 37 confère notre introduction. 38 Il nous plairait de reposer devant M. Benveniste la question du sens antinomique de certains mots, primitifs ou non, après la rectification magistrale qu'il a apportée à la fausse voie dans laquelle Freud l'a engagé sur le terrain philologique, confère. La psychanalyse, volume 1, pp. mai 2016. Car il nous semble que cette question reste entière, à dégager dans sa rigueur l'instance du signifiant. Bloch et Wartburg date de 1875. L'apparition de la signification du verbe « dépister » dans le second emploi que nous en faisons dans notre phrase. 175. Ouida, mais on nous laisse nous-mêmes dans l'errance sur ce qui constitue en matière de cachette, la supériorité du poète, s'avéra-il doublé d'un mathématicien, puisqu'ici on brise soudain notre lancée en nous entraînant dans un fourré de mauvaises querelles faites au raisonnement des mathématiciens, qui n'ont jamais montré, que je sache, tant d'attachement à leurs formules que de les identifier à la raison raisonnante.
Au moins témoignerons-nous qu'à l'inverse de ce dont Poe semble avoir l'expérience, il nous arrive parfois, devant notre ami Jacques Riguet qui vous est ici le garant par sa présence, que nos incursions dans la combinatoire ne nous égare pas, de nous laisser aller à des incartades aussi graves, ce qu'à Dieu ne dut plaire, selon Poe, que de mettre en doute que X 2 et peu ne soit peut-être pas absolument égal à Q, sans jamais, nous en donnons à Poe le démenti, avoir eu à nous garder de quelques sévices inopinés. Ne dépense-t-on donc tant d'esprit qu'afin de détourner le nôtre de ce qu'il nous fut indiqué de tenir pour acquis auparavant, à savoir que la police a cherché partout ce qu'il nous fallait entendre concernant le champ dans lequel la police présumait, non sans raison, que dut se trouver la lettre, au sens d'une exhaustion de l'espace sans doute théorique, mais dont c'est le sel de l'histoire que de le prendre au pied de la lettre, le quadrillage réglant. L'opération nous étant donnée pour si exacte qu'il ne permettait pas, disait-on, qu'un cinquantième de ligne échappât à l'exploration des fouilleurs. Ne sommes-nous pas dès lors en droit de demander comment il se fait que la lettre n'ait été trouvée nulle part? Ou plutôt de remarquer que tout ce qu'on nous dit d'une conception d'une plus haute volée du recel ne nous explique pas à la rigueur que la lettre est échappée aux recherches, puisque le champ qu'elles ont épuisé la contenait en fait, comme enfin l'a prouvé la trouvaille de Dupin. Faut-il que la lettre, entre tous les objets, ait été douée de la propriété de nullibiété, pour nous servir de ce terme que le vocabulaire bien connu sous le titre du Roger 39 reprend de l'utopie sémiologique de l'évêque Wilquin 40. Il est évident, à little to self-évident, que la lettre a en effet avec le lieu, des rapports pour lesquels aucun mot français n'a toute la portée du qualificatif anglais, ad. Bizarre, dont Baudelaire le traduit régulièrement, n'est qu'approximatif. Disons que ces rapports sont singuliers, car ce sont ceux-là même qu'avec le lieu entretient le signifiant. Vous savez que notre dessein n'est pas d'en faire des rapports subtils, que notre propos n'est pas de confondre la lettre avec l'esprit, même quand nous la recevons par pneumatique, et que nous admettons fort bien que l'une tue si l'autre vivifie, pour autant que le signifiant, vous commencez peut-être à l'entendre, matérialise l'instance de la mort. Mais si c'est d'abord sur la matérialité du signifiant que nous avons insisté, cette matérialité est singulière en bien des points, dont le premier est de ne point supporter la partition. Mettez une lettre en petits morceaux, elle reste la lettre qu'elle est. Et ceci en un tout autre sens que la Gestalt-théorie ne peut en rendre compte avec le vitalisme larvé de sa notion du tout. 41. Le langage rend sa sentence à qui sait l'entendre, par l'usage de l'article employé comme particule partitive. C'est même bien là que l'esprit, si l'esprit est la vivante signification, apparaît non moins singulièrement. Plus offert à la quantification que la lettre. À commencer par la signification elle-même qui souffre qu'on dise, ce discours plein de signification, de même qu'on reconnaît de l'intention dans un acte, qu'on déplore qu'il n'y ait plus d'amour, qu'on accumule de la haine, et qu'on dépense du dévouement, et que tant d'infatuation se raccommode de ce qu'il y aura toujours de la cuisse à revendre, et du rififi chez les hommes. Mais pour la lettre, qu'on la prenne au sens de l'élément typographique, de l'épître ou de ce qui fait le lettré, on dira que ce qu'on dit est à entendre à la lettre. Qu'il vous attend chez le vaguemestre une lettre. Voir que vous avez des lettres. Jamais qu'il n'y ait nulle part de la lettre, à quelque titre qu'elle vous concerne, fût-ce à désigner du courrier en retard. C'est que le signifiant est unité d'être unique, n'étant de par sa nature, symbole que d'une absence. Et c'est ainsi qu'on ne peut dire de la lettre volée qu'il faille qu'à l'instar des autres objets, elle soit ou ne soit pas quelque part. Mais bien qu'à leur différence, elle sera et ne sera pas là où elle est, où qu'elle aille. 39 Roger S. 6 Source of English Words and Phrases published in 1911. 40 Celle-là même à qui M. Georges Louis Bourges, dans son œuvre si harmonique au philum de notre propos, fait un sort, que d'autres ramènent à ses justes proportions. Confère. Les temps modernes, juin-juillet 1955,
pp 2135 à 38, La langue analytique de John Wilkins, et octobre 1955, pp 574 à 75. Le très révérend John Wilkins, La langue philosophique et les communications interplanétaires. Monsieur Pobbers. 41. Et c'est si vrai que la philosophie dans les exemples, décolorés d'être ressassés, dont elle argumente à partir de l'un et du plusieurs, n'emploiera pas aux mêmes usages la simple feuille blanche par le mi-temps déchiré et le cercle interrompu, voire le vase brisé, sans parler du verre coupé. 176. Regardons en effet de plus près ce qui arrive aux policiers. On ne nous fait grâce de rien quant au procédé dont ils fouillent l'espace voué à leur investigation. De la répartition de cet espace en volume qui n'en laisse pas se dérober une épaisseur. À l'aiguille ils sont dans le mou. Et à défaut, de la répercussion sont dans le dur, au microscope dénonçant les excréments de la tarière. À l'orée de son forage, voir le bâillement infime d'abîmes mesquins. À mesure même que leur réseau se resserre pour qu'il en vienne, non content de secouer les pages des livres. À les compter, ne voyons-nous pas l'espace s'effeuiller à la semblance de la lettre? Mais les chercheurs ont une notion du réel tellement immuable qu'ils ne remarquent pas que leur recherche va à le transformer en son objet. Très ou peut-être ils pourraient distinguer cet objet de tous les autres. Ce serait trop leur demander sans doute. Non en raison de leur manque de vue, mais bien plutôt d'une autre. Car leur imbécilité n'est pas d'espèce individuelle, ni corporative, elle est de source subjective. C'est l'imbécilité réaliste qui ne s'arrête pas à se dire que rien, si loin qu'une main vienne à l'enfoncer dans les entrailles du monde, n'y sera jamais caché, puisqu'une autre main peut l'y rejoindre, et que ce qui est caché n'est jamais que ce qui manque à sa place, comme s'exprime la fiche de recherche d'un volume quand il est égaré dans la bibliothèque. Et celui-ci serait-il en effet sur le rayon ou sur la case d'à côté qu'il y serait caché, si visible qu'il y paraisse? C'est qu'on ne peut dire à la lettre que ceci manque à sa place que de ce qui peut en changer, c'est-à-dire du symbolique. Car pour le réel, quelque bouleversement qu'on puisse y apporter, il y est toujours à sa place et en tout cas. Il l'emporte collé à sa semelle, sans rien connaître qui puisse l'en exiler. Point. Et comment en effet, pour revenir à nos policiers, aurait-il pu saisir la lettre, ceux qui l'ont prise à la place où elle était cachée? Dans ce qu'ils tournaient entre leurs doigts, que tenaient-ils d'autre que ceux qui ne répondaient pas au signalement qu'il en avait? À la hauteur, à l'hauteur, une lettre, une ordure. On a équivoqué dans le cénacle de Joyce 42 sur l'homophonie de ces deux mots. En anglais, la sorte de déchet que les policiers à ce moment manipulent, ne leur livre pas plus son autre nature. De n'être qu'à demi déchiré. Un sceau différent sur un cachet d'une autre couleur, un autre cachet du graphisme de la suscription sont là les plus infrangibles des cachettes. Et s'ils s'arrêtent au revers de la lettre ou, comme on sait, c'est là qu'à l'époque l'adresse du destinataire s'inscrivait, c'est que la lettre n'a pas pour eux d'autre face que ce revers. Que pourrait-il en effet détecter de son avers? Son message, comme on s'exprime pour la joie de nos dimanches cybernétiques. Mais ne nous vient-il pas à l'idée que ce message est déjà parvenu à sa destinataire et qu'il lui est même resté pour compte? Avec le bout de papier insignifiant, qui ne le représente maintenant pas moins bien que le billet original. Si l'on pouvait dire qu'une lettre a comblé son destin après avoir rempli sa fonction, la cérémonie de rendre les lettres serait moins admise à servir de clôture à l'extinction des feux des fêtes de l'amour. Le signifiant n'est pas fonctionnel. Et aussi bien la mobilisation du joli monde dont nous suivons ici les ébats, n'aurait pas de sens, si la lettre, elle, se contentait d'en avoir un. Car ce ne serait pas une façon très adéquate de le garder secret que d'en faire part à une escouade de poulets. On pourrait même admettre que la lettre ait un tout autre sens, sinon plus brûlant, pour la reine que celui qu'elle offre à l'intelligence du ministre. La marche des choses n'en serait pas sensiblement affectée. Et non pas même si elle était strictement incompréhensible à tout lecteur non averti. Car elle ne l'est certainement pas.
à tout le monde, puisque, comme nous l'assure emphatiquement le préfet pour la gausserie de tous, ce document, révélé à un troisième personnage, dont il taira le nom, ce nom qui saute à l'œil comme la queue du cochon entre les dents du père Ubu, mettrait en question, nous dit-il, l'honneur d'une personne du plus haut rang. Voir que la sécurité de l'auguste personne serait ainsi mise en péril. Dès lors ce n'est pas seulement le sens, mais le texte du message qu'il serait périlleux de mettre en circulation. Et ce d'autant plus qu'il paraîtrait plus anodin, puisque les risques en seraient accrus de l'indiscrétion qu'un de ses dépositaires pourrait commettre à son insu. Rien donc ne peut sauver la position de la police. Et l'on n'y changerait rien à améliorer sa culture. Scripta manent, c'est en vain qu'elle apprendrait d'un humanisme d'édition de luxe la leçon proverbiale, que verbe volant termine. Verbe volant, scripta manent, les paroles s'envolent, les écrits restent. 42 confères. Or examination roundachies factification for incamination of work in progress, Shakespeare & Company, 12 rue de l'Odéon, Paris, 1929. Confère. Littérateur. 177. Plus au ciel que les écrits restassent, comme c'est plutôt le cas des paroles, car de celles-ci la dette ineffaçable. Du moins féconde nos actes par ces transferts. Les écrits emportent au vent les traites en blanc d'une cavalerie folle. Et s'ils n'étaient feuilles volantes, il n'y aurait pas de lettres volées. Mais qu'en est-il à ce propos? Pour qu'il y ait lettres volées, nous dirons nous, à qui une lettre appartient à elle. Nous accentuons tout à l'heure ce qu'il y a de singulier dans le retour de la lettre à qui naguère en laissait ardemment s'envoler le gage. Et l'on juge généralement indigne le procédé de ces publications prématurées, de la sorte dont le chevalier Déon mit quelques-uns de ses correspondants en posture plutôt piteuse. La lettre sur laquelle celui qui l'a envoyée garde encore des droits, n'appartiendrait donc pas tout à fait à celui à qui elle s'adresse? Ou serait-ce que ce dernier n'en fut jamais le vrai destinataire? Voyons ici, ce qui va nous éclairer et ce qui peut d'abord obscurcir encore le cas, à savoir que l'histoire nous laisse ignorer à peu près tout de l'expéditeur, non moins que du contenu de la lettre. Il nous est seulement dit que le ministre a reconnu d'emblée l'écriture de son adresse à la reine, et c'est incidemment à propos de son camouflage par le ministre qu'il se trouve mentionné que son sceau original est celui du duc de S. Pour sa portée, nous savons seulement les périls qu'elle emporte à ce qu'elle vienne entre les mains d'un certain tiers. Et que sa possession a permis au ministre, d'user jusqu'à un point fort dangereux dans un but politique, de l'Empire. Qu'elle lui assure sur l'intéressé. Mais ceci ne nous dit rien du message qu'elle véhicule. Lettre d'amour ou lettre de conspiration. Lettre délatrice ou lettre d'instruction, lettre sommatoire ou lettre de détresse, nous n'en pouvons retenir qu'une chose. C'est que la reine ne saurait la porter à la connaissance de son seigneur et maître. Or ces termes, loin de tolérer l'accent décrié qu'ils ont dans la comédie bourgeoise, prennent un sens éminent. De désigner son souverain, à qui la lie la foi jurée, et de façon redoublée puisque sa position de conjointe ne la relève pas de son devoir de sujette, mais bien l'élève à la garde de ce que la royauté selon la loi incarne du pouvoir, et qui s'appelle la légitimité. Dès lors, quelles que soient les suites que la reine ait choisi de donner à la lettre, il reste que cette lettre est le symbole d'un pacte, et que même si sa destinataire n'assume pas ce pacte, l'existence de la lettre la situe dans une chaîne symbolique étrangère à celle qui constitue sa foi. Qu'elle y soit incompatible, la preuve en est donnée par le fait que la possession de la lettre est impossible à faire valoir publiquement comme légitime, et que pour la faire respecter, la reine ne saurait invoquer que le droit de son privé, dont le privilège se fonde sur l'honneur auquel cette possession déroge. Car celle qui incarne la figure de grâce de la souveraineté ne saurait accueillir d'intelligence même privée sans qu'elle intéresse le pouvoir, et elle ne peut à l'endroit du souverain se prévaloir du secret sans entrer dans la clandestinité. Dès lors la responsabilité de l'auteur de la lettre passe au second rang.
auprès de celle de qui la détient, car l'offense à la majesté vient à s'y doubler de la plus haute trahison. Nous disons, qui la détient, et non pas, qui la possède. Car il devient clair dès lors que la propriété de la lettre n'est pas moins contestable à sa destinataire qu'à n'importe qui elle puisse venir entre les mains, puisque rien, quant à l'existence de la lettre, ne peut rentrer dans l'ordre, sans que celui aux prérogatives de qui elle attente, n'ait eu à en juger. Tout ceci n'implique pas pourtant que, pour ce que le secret de la lettre est indéfendable, la dénonciation de ce secret soit d'aucune façon honorable. Les honesty homines, les gens bien, ne sauraient s'en tirer à si bon compte. Il y a plus d'une religio, et ce n'est pas pour demain que les liens sacrés cesseront de nous tirer à U et à Dia. Pour l'ambitus, le détour, on le voit, ce n'est pas toujours l'ambition qui l'inspire. Car s'il en est un détour par quoi nous passons ici, nous ne l'avons pas volé, c'est le cas de le dire, puisque, pour tout vous avouer, nous n'avons adopté le titre de Baudelaire que dans l'esprit de bien marquer, non pas comme on l'énonce improprement, le caractère conventionnel du signifiant, mais plutôt sa préséance par rapport au signifié. Il n'en reste pas moins que Baudelaire, malgré sa dévotion, a trahi Poe en traduisant par « la lettre volée » son titre, qui est « de Purloined Letter », c'est-à-dire qui use d'un mot assez rare pour qu'il nous soit plus facile d'en définir l'étymologie que l'emploi. Tout purloin, nous dit le dictionnaire d'Oxford, est un mot anglo-français, c'est-à-dire composé du préfixe « pur » qu'on retrouve dans purpose, propos, purchase, provision, purport, portée, et du mot de l'ancien français, loin, loigné, longer. Nous reconnaîtrons dans le premier élément le latin pro en tant qu'il se distingue d'ante par ce qu'il suppose d'un arrière. En avant de quoi il se porte, éventuellement pour le garantir, voire pour s'en porter garant, alors quand s'en va au devant de ce qui vient à sa rencontre. Pour le second, vieux mot français, loigné, verbe de l'attribut de lieu, au loin. Ou encore, longer, il ne veut pas dire, au loin, mais, au long de, il s'agit donc de, mettre de côté. Ou, pour recourir à une locution familière qui joue sur les deux sens, de, mettre à gauche. C'est ainsi que nous nous trouvons confirmés dans notre détour par l'objet même qui nous y entraîne. Car c'est bel et bien la lettre détournée qui nous occupe, celle dont le trajet a été prolongé, c'est littéralement le mot anglais. Ou pour recourir au vocabulaire postal, la lettre en souffrance. 178. Voici donc, simple undad, comme on nous l'annonce dès la première page, réduite à sa plus simple expression. La singularité de la lettre qui, comme le titre l'indique, est le sujet véritable du conte, puisqu'elle peut subir un détour. C'est qu'elle a un trajet qui lui est propre. Trait où s'affirme ici son incidence de signifiant. Car nous avons appris à concevoir que le signifiant ne se maintient que dans un déplacement comparable à celui de nos bandes d'annonces lumineuses, ou des mémoires rotatives de nos machines à penser comme les hommes. 43. Ceci en raison de son fonctionnement alternant. En son principe, lequel exige qu'il quitte sa place, quitte à y faire retour circulairement. C'est bien ce qui se passe dans l'automatisme de répétition. Ce que Freud nous enseigne dans le texte que nous commentons, c'est que le sujet suit la filière du symbolique, mais ce dont vous avez ici l'illustration est plus saisissant encore. Ce n'est pas seulement le sujet, mais les sujets, pris dans leur intersubjectivité, qui prennent la file, autrement dit. Nos autruches, auxquelles nous voilà revenus, et qui, plus dociles que des moutons, modèlent leur être même. Sur le moment qui les parcourt de la chaîne signifiante, si ce que Freud a découvert, et redécouvre dans un abrupt toujours accru, a un sens, c'est que le déplacement du signifiant détermine les sujets dans leurs actes, dans leur destin, dans leurs refus, dans leurs aveuglements, dans leur succès. Et dans leur sort, nonobstant leur don inné et leur acquis social, sans égard pour le caractère ou le sexe. Et que bon gré mal gré suivra le train du signifiant comme armes et bagages, tout ce qui est du donné psychologique. Nous voici en effet de rechef au carrefour où nous avions laissé notre drame et sa ronde avec la question de la façon
dont les sujets s'y relaient. Notre apologue est fait pour montrer que c'est la lettre et son détour qui régit leurs entrées et leur rôle. Qu'elles soient en souffrance, c'est eux qui vont en pâtir. À passer sous son ombre 44, ils deviennent son reflet. À tomber, en possession, de la lettre, admirable ambiguïté du langage, c'est son sens qui les possède. C'est ce que nous montre le héros du drame qui ici nous est conté, quand se répète la situation même canoë. Son audace une première fois pour son triomphe. Si maintenant il y succombe, c'est d'être passé au rang second. De la triade dont il fut d'abord le troisième en même temps que le larron, ceci par la vertu de l'objet de son rapt. Car s'il s'agit, maintenant comme avant, de protéger la lettre des regards, il ne peut faire qu'il n'y emploie. Le même procédé qu'il a lui-même déjoué, l'a laissé à découvert. Et l'on est en droit de douter qu'il sache ainsi ce qu'il fait, à le voir captivé aussitôt par une relation duel. Où nous retrouvons tous les caractères du leurre mimétique ou de l'animal qui fait le mort, et pris au piège de la situation. Typiquement imaginaire de voir qu'on ne le voit pas, mais connaître la situation réelle où il est vu ne pas voir. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas? Justement la situation symbolique qu'il a su lui-même si bien voir, et où maintenant le voilà, vu se voyant n'être pas vu. Le ministre agit en homme qui sait que la recherche de la police est sa défense. Puisqu'on nous dit que c'est exprès qu'il lui laisse le champ libre par ses absences, il n'en méconnaît pas moins. Qu'or cette recherche, il n'est plus défendu. C'est elle, autrui chérie, même dont il fut l'artisan, si l'on nous permet de faire provigner notre monstre, mais ce ne peut être par quelque imbécilité qu'il vient à en être la dupe. C'est qu'à jouer la partie de celui qui cache, c'est le rôle de la reine dont il lui faut se revêtir, et jusqu'au attribut de la femme et de l'ombre, si propice à l'acte de cacher. Ce n'est pas que nous réduisions à l'opposition primaire de l'obscur et du clair, le couple vétéran du yin et du yang. Car son maniement exact comporte ce qu'a d'aveuglant l'éclat de la lumière, non moins que les miroitements dont l'ombre se sert pour ne pas lâcher sa proie. Confère les derniers mots de la chose freudienne, Actéon trop coupable accourt la déesse. Proie où se prend, veneur, l'ombre que tu deviens, laisse la meute aller sans que ton pas se presse, Diane à ce qu'ils vaudront reconnaîtra les chiens. Ici le signe et l'être merveilleusement disjointes, nous montre lequel l'emporte quand il s'oppose. L'homme assez, homme, pour braver jusqu'au mépris l'ire redouté de la femme, subit jusqu'à la métamorphose la malédiction du signe dont il l'a dépossédé. Car ce signe est bien celui de la femme, pour ce qu'elle y fait valoir son être, en le fondant hors de la loi qui la contient toujours. De par l'effet des origines, en position de signifiant, voire de fétiche. Pour être à la hauteur du pouvoir de ce signe, elle n'a qu'à se tenir immobile à son ombre, y trouvant de surcroît, telle la reine, cette simulation de la maîtrise du non-agir. Que seul, l'œil de lynx, du ministre a pu percer. Ce signe ravi, voici donc l'homme en sa possession. Néfaste de ce qu'elle ne peut se soutenir que de l'honneur qu'elle défie. Maudite d'appeler celui qui la soutient à la punition ou au crime, qui l'une et l'autre brise sa vassalité à la loi. 43 confère notre introduction. 44 confère. Freud, est l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Deuil et mélancolie, 1917, in métapsychologie, Troer und Melancholie. 179. Il faut qu'il y ait dans ce signe un alimentange bien singulier pour que, semblable à la torpille socratique 45. Sa possession engourdisse son homme au point de le faire tomber dans ce qui chez lui se trahit sans équivoque comme inaction. Car à remarquer comme le fait le narrateur dès le premier entretien, qu'avec l'usage de la lettre se dissipe son pouvoir. Nous apercevons que cette remarque ne vise justement que son usage à des fins de pouvoir. Et du même coup que cet usage devient forcé pour le ministre. Pour ne pouvoir s'en délivrer, il faut que le ministre ne sache que faire d'autre de la lettre. Car cet usage le met dans une dépendance si totale de la lettre comme telle, qu'à la longue cet usage ne la concerne même plus. Nous voulons dire que
Pour que cet usage concernât vraiment la lettre, le ministre, qui après tout y serait autorisé par le service du roi son maître, pourrait présenter à la reine des remontrances respectueuses, dût-il s'assurer de leur effet de retour par des garanties appropriées, ou bien introduire quelque action contre l'auteur de la lettre dont le fait qu'il reste ici hors du jeu, montre à quel point il s'agit peu ici de la culpabilité et de la faute, mais du signe de contradiction et de scandale que constitue la lettre, au sens où l'Évangile dit qu'il faut qu'il arrive sans égard au malheur de qui s'en fait le porteur. Voire soumettre la lettre devenue pièce d'un dossier au troisième personnage, qualifié pour savoir s'il en fera sortir une chambre ardente pour la reine ou la disgrâce pour le ministre. Nous ne saurons pas pourquoi le ministre n'en fait pas l'un de ces usages, et il convient que nous n'en sachions rien. Puisque seul nous intéresse l'effet de ce non-usage, il nous suffit de savoir que le mode d'acquisition de la lettre ne serait un obstacle à aucun d'entre deux. Car il est clair que si l'usage non significatif de la lettre est un usage forcé pour le ministre, son usage à des fins de pouvoir ne peut être que potentiel, puisqu'il ne peut passer à l'acte sans s'évanouir aussitôt. Dès lors que la lettre n'existe comme moyen de pouvoir que par les assignations ultimes du pur signifiant, soit prolonger son détour pour la faire parvenir à qui de droit par un transit de surcroît, c'est-à-dire par une autre trahison dont la gravité de la lettre rend difficile de prévenir les retours. Ou bien détruire la lettre, ce qui serait la seule façon sûre, et comme telle proférée d'emblée par Dupin, d'en finir avec ce qui est destiné par nature à signifier l'annulation de ce qu'il signifie. L'ascendant que le ministre tire de la situation ne tient donc pas à la lettre, mais, qu'il le sache ou non, au personnage qu'elle lui constitue. Et aussi bien les propos du préfet nous le présentent-ils comme quelqu'un à tout oser, ou there's all things, et l'on commente significativement, those and becoming as well as those becoming a man. Ce qui veut dire, ce qui est indigne aussi bien que ce qui est digne d'un homme, et ce dont Baudelaire laisse échapper la pointe en le traduisant, ce qui est indigne d'un homme aussi bien que ce qui est digne de lui. Car dans sa forme originale, l'appréciation est beaucoup plus appropriée à ce qui intéresse une femme. Ceci laisse apparaître la portée imaginaire de ce personnage, c'est-à-dire la relation narcissique où se trouve engagé le ministre, cette fois certainement à son insu. Elle est indiquée aussi dans le texte anglais, dès la 2e page, par une remarque du narrateur dont la forme est savoureuse. L'ascendant, nous dit-il, qu'a pris le ministre, dépendrait de la connaissance qu'a le ravisseur, de la connaissance qu'a la victime de son ravisseur. Textuellement, the robber is knowledge of the loser is knowledge of the robber. Terme dont l'auteur souligne l'importance en les faisant reprendre littéralement par Dupin tout de suite après le récit sur lequel on a enchaîné de la scène du rapt de la lettre. Ici encore on peut dire que Baudelaire flotte en son langage en faisant l'un interroger, l'autre confirmer par ses mots. Le voleur sait il. Puis, le voleur sait, quoi? Que la personne volée connaît son voleur. Car ce qui importe au voleur ce n'est pas seulement que la dite personne sache qu'il a volé, mais bien à qui elle a affaire en fait de voleur, c'est qu'elle le croit, capable de tout, ce qu'il faut entendre, qu'elle lui confère la position qu'il n'est à la mesure de personne d'assumer réellement parce qu'elle est imaginaire, celle du maître absolu. En vérité c'est une position de faiblesse absolue, mais pas pour qui on donne à le croire. La preuve n'en est pas seulement que la reine y prenne l'audace d'en appeler à la police, car elle ne fait que se conformer à son déplacement d'un cran dans la rangée de la triade de départ, en s'en remettant à l'aveuglement même qui est requis pour occuper cette place. No more sagacious agent could, y suppose, ironise Dupin, be desired or even imagined. 45 confère. Platon, Ménon, 80a, p. 527 de l'Aide. Pléiade, T1. 180. Non, si elle a franchi ce pas, c'est moins d'être poussée au désespoir, driven to despair, comme on nous le dit, qu'en prenant la charge d'une impatience qui est plutôt à imputer à un mirage spéculaire.
car le ministre a fort à faire pour se contenir dans l'inaction qui est son lot à ce moment. Le ministre en effet n'est pas absolument fou. C'est une remarque du préfet qui toujours parle d'or. Il est vrai que l'or de ses paroles ne coule que pour du pain, et ne s'arrête de couler qu'à concurrence des 50 000 francs. Qu'il lui en coûtera, à l'étalon de ce métal à l'époque, encore que ce ne doive pas être sans lui laisser un solde bénéficiaire. Le ministre donc n'est pas absolument fou dans cette stagnation de folie, et c'est pourquoi il doit se comporter selon le mode de la névrose. Tel l'homme qui s'est retiré dans une île pour oublier, quoi. Il a oublié. Tel le ministre, à ne pas faire usage de la lettre, en vient à l'oublier. C'est ce qu'exprime la persistance de sa conduite. Mais la lettre, pas plus que l'inconscient du névrosé, ne l'oublie. Elle l'oublie si peu qu'elle le transforme de plus en plus à l'image de celle qu'il a offerte à sa surprise. Et qu'il va maintenant céder, à son exemple, à une surprise semblable. Les traits de cette transformation sont notés, et sous une forme assez caractéristique dans leur gratuité apparente. Pour être rapproché availablement du retour du refoulé. Ainsi apprenons-nous d'abord qu'à son tour il a retourné la lettre. Non certes dans le gestatif de la reine, mais d'une façon plus appliquée, à la façon dont on retourne un vêtement. C'est en effet ainsi qu'il lui faut opérer, d'après le mode dont à l'époque on plie une lettre et la cachette. Pour dégager la place vierge ou inscrire une nouvelle adresse 46. Cette adresse devient la sienne propre. Qu'elle soit de sa main ou d'une autre, elle apparaîtra comme d'une écriture féminine très fine. Et le cachet passant du rouge de la passion au noir de ses miroirs, il y imprime son propre sceau. Cette singularité d'une lettre marquée du sceau de son destinataire est d'autant plus frappante à noter dans son invention, qu'articulée avec force dans le texte, elle n'est ensuite même pas relevée par Dupin dans la discussion à laquelle il soumet l'identification de la lettre. Que cette omission soit intentionnelle ou involontaire, elle surprendra. Dans l'agencement d'une création dont on voit la minutieuse rigueur. Mais dans les deux cas, il est significatif que la lettre. Qu'en somme le ministre s'adresse à lui-même, soit à la lettre d'une femme, comme si c'était là une phase. Où il dut en passer par une convenance naturelle du signifiant. Aussi bien. L'aura de nonchaloir allant jusqu'à affecter les apparences de la mollesse. L'étalage d'un ennui proche du dégoût en ses propos. L'ambiance que l'auteur de « La philosophie de l'ameublement » 47 sait faire surgir de notations presque impalpables. Comme celle de l'instrument de musique sur la table. Tout semble concerté pour que le personnage que tous ses propos ont cerné des traits de la virilité. Dégage quand il apparaît l'odeur féminin la plus singulière. Que ce soit là un artifice, Dupin ne manque pas de le souligner en effet en nous disant derrière ce foiloi la vigilance de la bête de proie prête à bondir. Mais que ce soit l'effet même de l'inconscient au sens précis où nous enseignons que l'inconscient, c'est que l'homme soit habité par le signifiant, comment en trouver une image plus belle que celle que Poe forge lui-même pour nous faire comprendre l'exploit de Dupin. Car il recourt, pour ce faire, à ces noms toponymiques. Qu'une carte de géographie, pour n'être pas muette, surimpose à son dessin, et dont on peut faire l'objet d'un jeu de devinette à qui saura trouver celui qu'aura choisi un partenaire, remarquant dès lors que le plus propice à égarer un débutant sera celui qui, en grosses lettres largement espacées dans le champ de la carte, y donne, sans souvent même que le regard s'y arrête, la dénomination d'un pays tout entier. Telle la lettre volée, comme un immense corps de femme, s'étale dans l'espace du cabinet du ministre. Quand y entre Dupin. Mais tel déjà il s'attend à l'y trouver, et il n'a plus, de ses yeux voilés de vertes lunettes, qu'à déshabiller ce grand corps. Et c'est pourquoi sans avoir eu besoin non plus, et pour cause, que l'occasion d'écouter. Aux portes du professeur Freud, il ira droit là où j'y agite ce que ce corps est fait pour cacher, en quelque beau mi-temps. Où le regard se glisse, voire à cet endroit dénommé par les séducteurs, le château Saint-Ange, dans l'innocente illusion. Où il s'assure de tenir de là la ville. Tenez.
entre les gémiches de la cheminée, voici l'objet à portée de la main que le ravisseur n'a plus qu'à tendre. La question de savoir s'il le saisit sur le manteau, comme Baudelaire le traduit, ou sous le manteau de la cheminée. Comme le porte le texte original, peut être abandonnée sans dommage aux inférences de la cuisine. 46 Nous nous sommes crus obligés d'en faire ici la démonstration à l'auditoire sur une lettre de l'époque intéressant Monsieur de Chateaubriand et sa recherche d'un secrétaire. Il nous a paru amusant que Monsieur de Chateaubriand ait mis le point final au premier état, récemment restitué, de ses mémoires en ce mois même de novembre 1841 où paraissait dans le Chambers Journal la lettre volée. Le dévouement de Monsieur de Chateaubriand. Au pouvoir qu'il décrit et l'honneur que ce dévouement fait à sa personne, on n'en avait pas encore inventé, le ferait-il ranger. Au regard du jugement auquel nous verrons plus loin soumis le ministre, parmi les hommes de génie avec ou sans principe. 47 Edgar Poe est en effet l'auteur d'un essai portant ce titre. La philosophie de l'ameublement, histoire grotesque et sérieuse. 181. Si l'efficacité symbolique s'arrêtait là, c'est que la dette symbolique s'y serait éteinte aussi. Si nous pouvions le croire. Nous serions avertis du contraire par deux épisodes qu'on doit d'autant moins tenir pour accessoires. Qu'ils semblent au premier abord détonner dans l'œuvre. C'est d'abord l'histoire de la rétribution de Dupin. Qui loin d'être un jeu de la fin, s'est annoncé dès le principe par la question fort désinvolte qu'il pose au préfet. Sur le montant de la récompense qui lui a été promise, et dont, pour être réticent sur son chiffre, celui-ci ne songe pas à lui dissimuler l'énormité, revenant même sur son augmentation dans la suite. Le fait que Dupin nous ait été auparavant présenté comme un besogneux réfugié dans les terres, est plutôt de nature à nous faire réfléchir sur le marché qu'il fait de la livraison de la lettre, et dont le check-book qu'il produit assure rondement l'exécution. Nous ne croyons pas négligeable que le rind sans embâche par où il l'a introduit soit une histoire attribuée au personnage aussi célèbre qu'excentrique, nous dit Baudelaire, d'un médecin anglais nommé Abernethy, où il s'agit d'un riche avare qui, pensant lui soutirer une consultation gratuite, s'entend rétorquer non pas de prendre médecine, mais de prendre conseil. N'est-ce pas à bon droit en effet que nous nous croirons concernés ? Quand il s'agit peut-être pour Dupin de se retirer lui-même du circuit symbolique de la lettre. Nous qui nous faisons les émissaires de toutes les lettres volées qui, pour un temps au moins, seront chez nous en souffrance dans le transfert. Et n'est-ce pas la responsabilité que leur transfert comporte, que nous neutralisons, en la faisant équivaloir au signifiant le plus annihilant qui soit de toute signification, à savoir l'argent. Mais ce n'est pas là tout. Ce bénéfice si allègrement tiré par Dupin de son exploit, s'il a pour but de tirer son épingle du jeu, n'en rend que plus paradoxale, voire choquante, la prise à partie, et disons le coup en dessous qu'il se permet soudain à l'endroit du ministre dont il semble pourtant que le tour qu'il vient de lui jouer est assez dégonflé l'insolent prestige. Nous avons dit les vers atroces qu'il assure n'avoir pu s'empêcher de dédier, dans la lettre par lui contrefaite. Au moment où le ministre mis hors de ses gonds par les immanquables défis de la reine, pensera l'abattre. Et se précipitera dans l'abîme, facili descensu à Vernis 48. Sentencit-il, ajoutant que le ministre ne pourra manquer de reconnaître son écriture, ce qui, pour laisser sans péril un opprobre sans merci, paraît, visant une figure qui n'est pas sans mérite, un triomphe sans gloire confère. Corneille, le Cid, acte 2, scène 2, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et la rancune qu'il invoque encore d'un mauvais procédé éprouvé à Vienne, est-ce au Congrès, ne fait qu'y ajouter une noirceur de surcroît. Considérons pourtant de plus près cette explosion passionnelle, et spécialement quant au moment où elle survient. D'une action dont le succès relève d'une tête si froide. Elle vient juste après le moment où l'acte décisif de l'identification de la lettre étant accompli, on peut dire que Dupin déjà tient la lettre autant que de s'en être emparé, sans pourtant être encore en état de s'en défaire.
Il est donc bien partie prenante dans la triade intersubjective, et comme telle dans la position médiane qu'ont occupée précédemment la reine et le ministre. Va-t-il en s'y montrant supérieur, nous révéler en même temps les intentions de l'auteur? S'il a réussi à remettre la lettre dans son droit chemin, il reste à la faire parvenir à son adresse. Et cette adresse est à la place précédemment occupée par le roi, puisque c'est là qu'elle devrait rentrer dans l'ordre de la loi. Nous l'avons vu, ni le roi, ni la police qui l'a relayée à cette place, n'étaient capables de la lire parce que cette place comportait l'aveuglement. Rex et Augur 49. L'archaïsme légendaire de ces mots ne semble résonner que pour nous faire sentir le dérisoire dit appeler un homme. Et les figures de l'histoire n'y encouragent guère depuis déjà quelque temps. Il n'est pas naturel à l'homme de supporter à lui seul le poids du plus haut des signifiants. Et la place qu'il vient occuper à le revêtir, peut être aussi propre à devenir le symbole de la plus énorme imbécilité 50. Disons que le roi ici est investi par l'amphibologie naturelle au sacré, de l'imbécilité qui tient justement au sujet. C'est ce qui va donner leur sens aux personnages qui vont se succéder à sa place. Non pas que la police puisse être tenue pour constitutionnellement analphabète, et nous savons le rôle des pics plantés sur le campus dans la naissance de l'État 51. Mais celle qui exerce ici ses fonctions est toute marquée des formes libérales. C'est-à-dire de celles que lui imposent des maîtres peu soucieux d'essuyer ses penchants indiscrets. C'est pourquoi on ne nous mâche pas à l'occasion les mots sur les attributions qu'on lui réserve. Souternes ultra crepidant, occupez-vous de vos filous. Nous irons même jusqu'à vous donner pour ce faire des moyens scientifiques. Cela vous aidera à ne pas penser aux vérités qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre. 52. 48 Le vers de Virgile porte, trop sans Chisiade, facili descensu Averno, il est facile de descendre aux portes des enfers, Énéide, livre 6, vers 125. 49 Pour les Romains le roi est Rex Augur, à compétence politique et sacerdotale. 50 On se souvient du spirituel distique attribué avant sa chute au plus récent en date à avoir rallié le rendez-vous de Candide à Venise. Il n'est plus aujourd'hui que 5 rois sur la terre, les 4 rois des Cartes et le roi d'Angleterre. Propos du roi d'Égypte Farouk, renversé par Nasser en 1952. 51 Confère. Hélène Le Ie, La généalogie de la police, Inculture et conflit, numéro 48 hiver 2002. 52 Ce propos a été avoué en termes clairs par un noble lord parlant à la chambre haute où sa dignité lui donnait sa place. 182. On sait que le soulagement qui résulte de principes si avisés, n'aura duré dans l'histoire que l'espace d'un matin. Et que déjà la marche du destin ramène de toutes parts, suite d'une juste aspiration au règne de la liberté. Un intérêt pour ceux qui la troublent de leurs crimes, qui va jusqu'à en forger à l'occasion les preuves. On peut même voir que cette pratique qui fut toujours bien reçue de ne jamais s'exercer qu'en faveur du plus grand nombre, vient à être authentifiée par la confession publique de ces forgeries par ceux-là même qui pourraient y trouver, à redire, dernière manifestation en date de la prééminence du signifiant sur le sujet. Il n'en demeure pas moins qu'un dossier de police a toujours été l'objet d'une réserve, dont on s'explique mal qu'elle déborde largement le cercle des historiens. C'est à ce crédit evanesque que la livraison que Dupin a l'intention de faire de la lettre au préfet de police va en réduire la portée. Que reste-t-il maintenant du signifiant quand, délesté déjà de son message pour la reine, le voici invalidé dans son texte dès sa sortie des mains du ministre? Il ne lui reste justement plus qu'à répondre à cette question même, de ce qu'il reste d'un signifiant quand il n'a plus de signification. Or, c'est la même question dont l'a interrogé celui que Dupin maintenant retrouve au lieu marqué de l'aveuglement. C'est bien là en effet la question qui y a conduit le ministre, s'il est le joueur qu'on nous a dit et que son acte dénonce suffisamment. Car la passion du joueur n'est autre que cette question posée au signifiant, que figure-t-elle au tamotane? Du hasard? Qu'es-tu, figure du dé que je retourne dans ta rencontre, tu qu'es?
53 Avec ma fortune. Rien, sinon cette présence de la mort, qui fait de la vie humaine ce sursis obtenu de matin en matin au nom des significations dont on signait la houlette. Tel fiché Érazade durant 1001 nuits, et tel je fais depuis 18 mois à éprouver l'ascendant de ce signe. Au prix d'une série vertigineuse de coups pipés au jeu de pair ou impair. C'est ainsi que Dupin, de la place où il est, ne peut se défendre contre celui qui interroge ainsi, d'éprouver une rage de nature manifestement féminine. L'image de haute volée où l'invention du poète et la rigueur du mathématicien se conjoignaient avec l'impassibilité du dandy et l'élégance du tricheur, devient soudain, pour celui-là même qui nous l'a fait goûter, le vrai monstrum orandum, ce sont ces mots, un homme de génie sans principe. Ici se signe l'origine de cette horreur, et celui qui l'éprouve n'a nul besoin de se déclarer de la façon la plus inattendue. Partisan de la dame, pour nous la révéler, on sait que les dames détestent qu'on mette en cause les principes. Car leurs attraits doivent beaucoup au mystère du signifiant. C'est pourquoi Dupin va enfin tourner vers nous la face médusante de ce signifiant dont personne, en dehors d'eux, la reine, n'a pu lire que l'envers. Le lieu commun de la citation convient à l'oracle que cette face porte en sa grimace. Et aussi qu'il soit emprunté à la tragédie. Un destin si funeste, s'il n'est digne d'attrait, est digne de tieste. Telle est la réponse du signifiant au-delà de toutes les significations. Tu crois agir quand je t'agite au gré des liens dont je noue tes désirs. Ainsi ceci croissent-ils en forces et se multiplient-ils en objets qui te ramènent au morcellement de ton enfance déchirée. Eh bien, c'est là ce qui sera ton festin jusqu'au retour de l'invité de Pierre que je serai pour toi, puisque tu m'évoques. Pour retrouver un ton plus tempéré, disons selon le canular, dont, avec certains d'entre vous qui nous avaient suivis. Au congrès de Zurich l'année dernière, nous avions fait l'hommage au mot de passe de l'endroit. Que la réponse du signifiant à celui qui l'interrogeait, mange ton dasin. Est-ce donc là ce qui attend le ministre à un rendez-vous fatidique? Dupin nous l'assure, mais nous avons aussi appris à nous défendre d'être à ces diversions trop crédules. Sans doute voici l'audacieux, réduit à l'état d'aveuglement imbécile, où l'homme est vis-à-vis des lettres de muraille. Qui dicte son destin, menez, tequel farcin. 53 On sait l'opposition fondamentale que fait Aristote des deux termes tuké et automatan ici rappelés dans l'analyse conceptuelle qu'il donne du hasard dans sa physique. Bien des discussions s'éclaireraient à ne pas l'ignorer. 183 Mais quel effet pour l'appeler à leur rencontre, peut-on attendre des seules provocations de la reine? Pour un homme tel que lui, l'amour ou la haine? L'un est aveugle et lui fera rendre les armes. L'autre est lucide, mais éveillera ses soupçons. Mais s'il est vraiment le joueur qu'on nous dit, il interrogera, avant de les abattre, une dernière fois ses cartes et, y lisant son jeu, il se lèvera de la table à temps pour éviter la honte. Est-ce là tout et devons-nous croire que nous avons déchiffré la véritable stratégie de Dupin au-delà des trucs imaginaires dont il lui fallait nous leurrer? Oui sans doute, car si, tout point qui demande de la réflexion, comme le profère d'abord Dupin, s'offre le plus favorablement à l'examen dans l'obscurité, nous pouvons facilement en lire maintenant la solution au grand jour. Elle était déjà contenue et facile à dégager du titre de notre conte, et selon la formule même que nous avons dès longtemps soumise à votre discrétion, de la communication intersubjective, où l'émetteur, vous disons-nous, reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée. C'est ainsi que ce que veut dire la lettre volée, voire, en souffrance, c'est qu'une lettre arrive toujours à destination.